Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Global Télésud, Global Africa Télésud. On reprend. Merci. Ok. À 1, donc 4, 3, 2 et 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Global Africa Télésud. Panel Hebdo, vous le savez, c'est l'actualité revue et revisitée et parfois bousculée en toute liberté par les chroniqueurs et chroniqueuses invités à nous livrer leurs commentaires, leurs analyses, leurs décryptages et aussi leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Geneviève Gossinger. Bonjour Geneviève. Bonjour. Vous êtes présidente de l'agence Image, ancienne directrice générale de RFI et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Avec nous également Rudy Kazi-Matsika. Bonjour Rudy, vous êtes un habitué du plateau. Bon, vous commencez à être un habitué. Un petit peu, oui. Bonjour Francis. Vous êtes élu municipal en France, délégué général de l'association des élus de France. Guy Debal est avec nous, qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter, consultant en entreprise. Bonjour Guy. Bonjour Francis, bonjour à tous. Et l'inamovible, Alfred Chango Lokoro. Bonjour Alfred. Bonjour Francis. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne. Au sommet de cette édition de Panel Hebdo, 3 sujets, comme de coutume. Nous allons parler d'une suspecte révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Et en Europe, nous parlerons des fausses promesses de la politique migratoire italienne. Et enfin, les États-Unis, cette semaine encore, parlerons de la présidentielle, la dernière édition d'ailleurs consacrée évidemment à cette présidentielle. Nous sommes à quelques jours seulement de ce scrutin, à 5 jours précisément, et nous parlerons évidemment, nous écouterons les faits marquants de cette actualité, de l'actualité de la campagne, sélectionnée et commentée par les chroniqueurs. Voilà donc pour le sommaire. Et pour commencer donc le premier sujet, cette suspecte révision de la Constitution en RDC, et on se souvient en 2019, Félix Tshisekedi accédait à la présidence de la République démocratique du Congo à l'issue d'un processus électoral compliqué, mais surtout après une longue crise liée à la volonté contestée de l'ancien pouvoir de modifier la Constitution afin de permettre à l'ancien président Joseph Kabila de prolonger indéfiniment son mandat. On peut donc s'étonner de voir l'actuel chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, initier une nouvelle révision de la Constitution pour des motifs jugés suspects par les mouvements de l'opposition. Une nouvelle crise s'annonce donc en RDC, au moment même où les partisans du régime lancent la campagne pour la révision de la Constitution. Alfred, je me tourne vers vous. On a le sentiment que l'histoire se répète un peu au Congo. Alors, je dirais de prime abord que non. Pourquoi ? La Constitution actuelle de RD Congo, si on prend 3 articles, 218 si ma mémoire est bonne, 219 et 220. 218, ça permet au chef de l'État de proposer une révision de la Constitution. Non seulement lui, mais les 2 chambres ou le peuple, s'il y a 100 000 Congolais qu'il propose et qui déposent leur pétition dans les 2 chambres, donc ça peut proposer une révision de la Constitution. Maintenant, la proposition d'Étienne Tshisekedi rentre dans ce cadre-là. D'accord. Sur le plan de principe. D'accord. L'article 219, cependant, dit ceci. Aucune révision de la Constitution quand le pays est en guerre ou en état de siège ou en état d'urgence. C'est le cas. C'est le cas. Et même en admettant qu'il aille au-delà de cet article 219, il y a 2 autres articles qui verrouillent, ce qui ferait qu'il pourrait être tenté par le troisième mandat. Bon. L'article 70 de la Constitution dit que le mandat présidentiel et la durée sont inamovibles. Mais ça passe encore. L'article 220 est encore plus explicite. Les matières qui sont exclues de toute modification, de toute révision de la Constitution. Le mandat et la durée du président de la République, la forme de la République, etc., etc. Par conséquent, si d'aventure sa proposition était acceptée, comme la Constitution l'y autorise, il n'est pas certain que
s'il ne précise pas sur quelle matière cette révision va se faire, eh bien, on ira dans le... Mais, j'ajoute un dernier argument, qui est un principe de droit tout simple, le principe de non-rétroactivité de la loi. C'est-à-dire que même si on ouvrait la perspective du troisième mandat, eh bien, le principe de non-rétroactivité ferait que lui ne serait pas concerné, c'est quelqu'un d'autre. Alors, au-delà de cet exposé universitaire, éminemment utile, hein, je le reconnais, la question qu'on se pose toujours à chaque fois qu'un dirigeant ou un régime en Afrique se lance dans une telle aventure, c'est de savoir s'il n'y a pas d'autres priorités dans le pays, d'autres urgences, plutôt autre que de procéder à la révision d'une constitution ou à la modification d'une constitution. Bien, question très pertinente, Francis, d'autant que il y a la guerre à l'est de la RD Congo, et que depuis plus de 20 ans, et si on se souvenait de ses propos de campagne lors de la précédente mandature, il avait promis de s'installer à Goma jusqu'à la fin de la guerre, sans quoi il démissionnerait. Il n'a jamais tenu parole. Donc, il y a cette urgence-là. On regarde la ville de Kinshasa, il y a des inondations depuis quelque temps. Là. Il y a un peu partout, pas loin de Kinshasa, l'insurrection des groupes ethniques qui se battent entre eux. Il y a des morts et tout ça. Il y a d'autres urgences que justement celle de la modification ou de la révision de la Constitution. De toute façon, la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les juristes, etc., l'opposition, ils sont vent debout contre cette... Ils sont vent debout, bien sûr. Voilà, Geneviève, justement, alors, c'est comme un scénario, je veux dire, malheureusement trop connu, hein, un régime qui se lance dans cette aventure de modifier la Constitution, comme s'il n'y avait pas d'autres urgences, l'opposition qui est vent debout, comme l'a dit Alfred. Donc voilà, ouverture d'un nouveau front de crise dans un pays comme la RDC, qui n'en avait pas besoin. Sans doute pas. Le risque, c'est effectivement ce qu'on appelle cette fameuse remise des compteurs à zéro, hein, qui est quand même très fréquente en Afrique, parce que vous avez raison de dire que ça ne s'appliquerait pas à lui en tout état de cause, mais on a vu dans d'autres pays que, voilà, mais que toutes les promesses du monde, finalement, n'étaient pas suivies des faits. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Bon. On révise la Constitution, et puis on se dit que finalement, on remise des compteurs à zéro, donc on peut se représenter pour 2 mandats. Ce qu'on appelle une révision opportuniste de la Constitution. Exactement, exactement. Bon, ça s'est passé ailleurs, c'est possible que ça se passe là. Alors, il n'y a jamais de bons moments. Enfin, la RDC, en même temps, est en guerre depuis plusieurs décennies. Ça fait 3 décennies, oui. Voilà, donc on peut aussi estimer que si on juge nécessaire, sur certains points, de réviser la Constitution, on peut quand même le faire. Mais est-ce que c'est de bonne politique pour un régime qui a accédé aux commandes de l'État à l'issue d'une longue crise où la question de la Constitution était quand même au centre du débat, au centre des violences qu'on a connues en RDC il y a 5 ans, 7 ans? Attendons de voir sur quel point va porter cette modification de la Constitution. Ah, vous donnez quand même, vous, une chance, je dirais... Moi, je donne une chance... Un bénéfice du doute. Je donne une chance à Félix Tshisekedi, absolument. Il y a un certain nombre de points de la Constitution qui peuvent quand même poser problème. Peut-être va-t-il vouloir la réformer là-dessus. Oui. Article 217 aussi, moi je vais être moins universitaire que vous, mais j'ai lu ça. Au nom de l'unité africaine, la RDC peut céder des pans de son territoire national. Bon, dans un pays en guerre, on peut imaginer qu'on ait envie de réviser cet article-là. Oui. Il y a un article aussi sur la protection des ethnies minoritaires. Oui, est-ce qu'on ne peut pas l'élargir à la protection de l'ensemble des communautés, des ethnies participant à la communauté nationale de la République démocratique du Congo? Donc peut-être que cette constitution, sur certains points, mérite d'être révisée. La question têtue donc, que je pose et que je renouvelle, il n'y a pas d'autre priorité aujourd'hui en RDC. Le pouvoir d'achat des populations qui sont livrées à des violences à l'est du pays. Et puis voilà, quand même, il y a des enjeux, il y a des défis économiques, il y a des défis sociaux qui sont énormes dans un pays comme la RDC.
Oui, mais encore une et fois... qui sont beaucoup plus urgents, plus pressants. Encore une fois, ce n'est pas forcément incompatible. C'est pas incompatible. On peut s'attaquer au pouvoir d'achat. Malheureusement, ça occupe aujourd'hui quand même l'essentiel de l'actualité. Bien sûr. Alors, non, mais bien sûr. On pourrait même ajouter ceci, que puisque le gouvernement est en difficulté aujourd'hui, n'arrive pas à tenir toutes ses promesses électorales, n'arrive pas à régler un certain nombre de problèmes, alors on va détourner l'attention de l'opinion vers un sujet justement clivant comme ça, entre-temps. Ben voilà, alors, parce que d'autant qu'il n'avance aucun argument pertinent pour... Oui. La seule chose qu'il dit, c'est c'est une constitution qui a été proposée, soumise à référendum par des belligérants. Oui. Et puis, de deux, ça a été concocté par les étrangers à l'étranger. J'ai dit, ça ne tient pas la route, ça, comme argument pour justifier une révision de la Constitution. Alors, puisque vous citez, vous évoquez Félix Tshisekedi, le président, en réponse justement à ceux qui le soupçonnent de vouloir modifier la Constitution de manière opportuniste pour briguer un troisième mandat, il répond ceci: ce débat sur la révision de la Constitution ne concerne ni ma personne, ni ma famille politique. Mais un peu plus tard, cette semaine, il déclare qu'il est nécessaire d'élaborer une constitution conforme aux réalités du pays, on ne sait pas quelle réalité d'ailleurs, car selon lui, l'actuelle constitution a été rédigée par des étrangers. On en est là. Quels étrangers ont révisé la Constitution? Alors, vous qui connaissez bien la RDC. Notamment je ne sais pas. Bob Kabamba, qui est enseignant à Liège, mais qui est belgo-congolais, Oui. et puis d'autres personnes venues de Belgique, de France même, qui avaient participé à cela. Mais qu'à cela ne tienne, le vrai problème... C'est ce qu'il dit en tout cas. C'est ça, exactement, mais ça c'est un manque d'arguments sérieux pour suggérer. En réalité, c'est son parti politique qui lance, l'UDPS, cette idée de révision de la Constitution. Et lui, alors, on se demande qui de lui et de l'UDPS est à l'initiative. Ou s'il prend le... Augustin Kabouya, très actif. N'est-ce pas? Oui. Ben voilà, donc Augustin Kabouya. Et donc lui, il fait semblant de prendre le train en marche comme il y est à Kisangani, justement, pour lancer cette idée-là. J'ai dit c'est de la distraction. S'il avait été malin, il aurait pu faire ce que, allez, je m'excuse pour mes amis togolais, Faure vient de faire. Gnassigbe, là, il vient de faire, c'est-à-dire, on modifie la Constitution, il n'y a plus de président, c'est le parti majoritaire qui élit le Premier ministre, président du Conseil. Il aurait dû vous appeler pour le Conseil, c'est ça? Ah non, il aurait pu... Après, moi, je trouve cet argument, s'adapter aux réalités congolaises, la constitution venue de l'étranger, je pense que dans tout le contexte actuel africain, de revendication de souveraineté, etc., ça peut surfer sur quelque chose dans l'imaginaire des jeunes Congolais. Donc, je ne trouve pas ça forcément stupide comme argumentation. Enfin, une légère tonalité populiste quand même, comme on le voit. Oui, un petit peu. Bien sûr. Mais bon. En tout cas, l'opposant Claude-André Loubaya, lui, pour lui, il n'y a aucun doute sur les intentions du pouvoir. Il dit, voilà, je le cite, l'objectif inavoué du camp Tshisekedi à travers ce faux débat, est en réalité de préparer une définition monarchique du pouvoir en supprimant la limitation des mandats. C'est une citation. Voilà, pour l'opposition, la question est très claire. Donc on rentre dans une séquence de confrontation entre opposition et pouvoir, une fois de plus en RDC. Guy Debal. Écoutez, les débats que vous venez d'avoir sont très intéressants. Je répondrai juste à Alfred. Vous savez, il y a la loi, l'esprit de la loi. J'aime bien cette phrase. Mon ami Rudy aura l'occasion de rebondir là-dessus. Pas forcément. Pourquoi vous? Oui, non. Ceux qui suivent nos émissions savent que nous sommes assez taquins l'un en l'autre et nous aimons bien débattre amicalement. Taquin, c'est un euphémisme. Oui, bien sûr. Amicalement. Amicalement. Non, écoutez, plus sérieusement, je trouve que c'est un débat que j'ai envie de qualifier, un débat, un mauvais débat. C'est-à-dire? Et je m'explique. La RDC est confrontée à des problèmes beaucoup plus importants, de mon point de vue, que celle de savoir qui va diriger la RDC. Comme vous l'avez rappelé, la RDC est en guerre depuis 30 ans. Donc un pays en guerre, je peux comprendre
que le pouvoir en place ait envie de le... alors, ce n'est pas ce qu'il dit, puisque le président Tshisekedi affirme que cette révision ne le concerne ni de près ni de loin. Mais de manière pragmatique, je peux comprendre que le pouvoir en place dans un pays en guerre... Des naïfs. Oui. Mais c'est de la politique. Vous savez, je peux comprendre qu'un pays en guerre, le pouvoir dans un pays en guerre, ait envie, on va dire, d'une certaine stabilité. Et donc ça ne me choque pas particulièrement, d'autant que, alors, Alfred a rappelé le précédent du Togo. En quoi la constitution actuelle contrarie la stabilité de la RDC? Si on pousse l'histoire jusqu'au bout, contre qui la RDC est en guerre? Ça n'a rien à voir avec la constitution. Oui, non, mais la RDC est en guerre avec un pays qui a un pouvoir qui, lui, est là depuis des années et est parti pour rester là. Pays, le Rwanda. Vous parlez par énigme, par allusion, dites-le. Oui, non, le Rwanda a un pouvoir stable, fort, et donc je peux comprendre qu'un certain nombre de personnes autour de Tshisekedi se soient dit qu'il faille une certaine stabilité. Mais au-delà de ça, moi je terminerai pour laisser Rudy s'exprimer, par une dernière comparaison, même si comparaison n'est pas raison. Vous savez, il y a un mouvement comme ça, ou une règle, où on estime qu'il faudrait que les présidents africains fassent 1-2 mandats, et sans quoi ce seraient des dictateurs. Moi, je rappelle juste que Angela Merkel est restée au pouvoir pendant quasiment 15 ans. Personne n'a qualifié... Elle n'a pas modifié la Constitution. Peu importe, mais alors peut-être que Tshisekedi, pour avoir évité de modifier la Constitution dans 10 ans, veut établir une Constitution qui permet d'avoir un gouvernement sur le modèle allemand ou sur le modèle italien. Ça n'est jamais la Constitution qui est en question. Ce sont les hommes qui sont là, qui sont en question. Alors, que disent... Étienne Tshisekedi, malheureusement pour lui, est arrivé les 2 fois de mauvaise manière au pouvoir. La première fois, ça, c'est votre avis. Kabila lui a passé le pouvoir. On pose la question à Alfred, quel président est arrivé au pouvoir de la bonne façon selon vous? Lequel? L'élection qui vient de se terminer. Lequel? Lequel? Non, mais en RDC. Quel président, selon vous, est arrivé? Voilà, selon vous, quel président? Donc voilà, il ne faut pas lui opposer ça. Il est arrivé au pouvoir. Il est arrivé en tout cas, moi, de mauvaise manière au pouvoir. Et quand on arrive de manière mauvaise au pouvoir, on tente de modifier la Constitution au bout du compte. Vraiment d'un dernier mot pour laisser Rudy, parce que je sais qu'il s'impatiente. Moi, je suis constant dans mes positions. Je ne sais pas s'il a la démocratie, le modèle démocratique tel que nous voulons l'imposer aux pays africains. Mais il n'y a pas d'imposition. Écoutez, vous voulez que je vous rappelle les accords de la Baule, etc. Non, il y a quand même une volonté occidentale. C'est une légende absolue. Bon, d'accord. C'est une légende absolue. Bon, alors, pas pour moi, Francis. Non, mais oui, d'accord. Vous avez une lecture très personnelle. Oui, mais je vous remercie. C'est ce qui fait ma différence. Oui, ça n'est pas vrai par rapport à Tshisekedi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que même en Occident, les démocraties se réinventent. On le voit en France, on le voit aux États-Unis, on le voit partout. Donc moi, je peux comprendre que les pays africains qui sont en pleine émergence aient envie de s'adapter. Donc on a compris, vous êtes plutôt favorable à cette révision. En tout cas, à cette nouvelle aventure constitutionnelle. En tout cas, je ne sonne pas la Lali. On va écouter Rudy, à qui vous avez voulu courtoisement céder la parole. Très gentil. Ça commence. Déjà, ce qu'il faut dire, la première des choses qu'il faut dire, c'est que en la matière, on ne sait absolument pas ce que va intégrer ce projet de changement de la Constitution. Donc, pour l'heure, on est dans des spéculations. Maintenant, est-ce qu'on a tort ou raison d'être dans la spéculation? Chacun va défendre plus ou moins son parti. L'opposition en RDC est dans son rôle a priori d'opposant, de se questionner sur ce que va revêtir ce projet de constitution. Mais en l'occurrence, le président Félix Tshisekedi n'a pas encore émis de véritable motivation concrète sur ce que va intégrer cette révision de la Constitution, si ce n'est de parler de belligérance, etc. Maintenant, est-ce qu'il y a une nécessité à réviser cette Constitution? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a une... Alors, vous parlez d'urgence, moi je parle de nécessité. Je pense que dans le contexte actuel, le contexte politico-militariste de la RDC, vous l'avez rappelé à juste titre, parsemé d'une guerre qui a fait plus de 10 millions de morts, et encore, c'est les chiffres officiels, ça se trouve, on est encore à un niveau plus élevé. Et de déplacés. Et certainement dépassé.
il se pose quand même la question de la légitimité de cette constitution qui date de 2006, sous donc le président Joseph Kabila, dont on sait qu'il avait certaines accointances avec des forces déstabilisatrices étrangères à la RDC. Son père aussi. Et qui, évidemment, et qui peut expliquer certains articles assez étonnants, comme l'article 217 rappelé par la seule et unique dame sur ce plateau, mais non moins excellente, qui quand même institutionnalise plus ou moins la violation d'un territoire, d'un État souverain, alors même que ce pays est déstabilisé par des belligérances extérieures, mais aussi intérieures. Parce que si vous prenez tout ce qui est sorti dans le cadre des enquêtes avec le rapport Mapping, il a été établi qu'effectivement, il y aurait des forces déstabilisatrices au sein de l'État congolais. Donc pour assurer la continuité de l'État congolais, je ne trouve pas choquant, je ne trouve pas étonnant que le président veuille réviser la Constitution. Alors si c'est sur ces points, moi ça me va. Oui. Si c'est sur d'autres points, bah, écoutez, voilà, chaque président est responsable des décisions qu'il prend. Mais en tout cas, sur ça, ça me paraît pas idiot, si ce n'est plutôt intelligent, de consolider la continuité du fonctionnement des institutions, alors même qu'on est en période de guerre et que ces institutions ont besoin d'être renforcées. J'ajoute d'ailleurs que la dimension de la déstabilisation touche aussi certains gouverneurs du pays qui n'exercent plus de fonctions à titre officiel. Et cette constitution pourrait, enfin, nouvelle constitution ou amendement ou changement de la constitution pourrait intégrer une meilleure consolidation donc, du fonctionnement des institutions, y compris même dans les provinces, qui sont souvent un peu en délicatesse, surtout à l'extrême est du pays. Donc vous prêtez en fait, vous supposez de bonnes intentions au régime en place qui veut modifier la Constitution. Mais pour cela, ce serait peut-être plus utile et politiquement plus payant d'obtenir un consensus de l'ensemble des forces politiques pour modifier la Constitution. A priori, c'est ce qu'ils souhaitent faire, parce que de toute façon, un peu comme en France, l'opposition est contre. L'opposition, elle est contre, mais elle est contre pas elle n'a pas manifesté son non-adhésion à ce projet dans un processus démocratique. Il n'y a encore rien du tout qui a été travaillé. À partir du moment où ce projet de révision constitutionnelle va officiellement être travaillé, d'ailleurs il va réunir une commission, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, ça fera l'objet d'un projet de loi qui sera porté par le gouvernement et les débats se retrouveront au Parlement et c'est à ce moment-là que l'opposition mettra ou non son accord a priori ça. Je le dis, ce projet, s'il vous plaît. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même en toile de fond que certains dirigeants, voire plusieurs dirigeants, ne tirent pas suffisamment les bons enseignements de l'histoire ou du passé? Il y a cette propension, je veux dire, à allumer des incendies et à reprendre les mêmes schémas pour provoquer la même crise indéfiniment. Et comme je le disais au début de l'émission, on a le sentiment que l'histoire se répète ici et là. Je trouve que votre propos est un peu exagéré, cher Francis. Non, mais c'est une question. Pourquoi je vous dis ça? C'est une question que je posais à Geneviève. Je vous dis ça. Non, on va laisser répondre. Allez-y. Je répondrai après. Je crois que c'est la place, en fait. Vraiment. Les pays africains actuels sortent donc d'une colonisation qui a pris fin dans les années 60. Donc ce sont des jeunes États qui apprennent, bon gré mal gré, à être des démocraties ou à être des bonnes démocraties. Certains tournent le dos à la démocratie d'ailleurs. Oui, en tout cas ils apprennent à gérer des États. Alors certains, vous me direz que certains ne sont pas bons. Certains sont meilleurs que d'autres, mais en tout état de cause, ça ne fait que à peu près une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années maintenant, que ces États ont eu accès à l'indépendance. Donc les aterroiements sont logiques, en toute réalité, et sont logiques. Maintenant, deuxièmement, lorsque vous avez un ministre des Affaires étrangères qui dit, donc en parlant du président de la RDC, qu'il a bénéficié d'un accord à l'africaine, etc. Oui, Jean-Yves Le Drian, pour ne pas le citer, c'est ça? Voilà, pour ne pas le citer, vous le citez mieux que moi. En 2019. Ça pose aussi la question, finalement, des collusions et des inerties qui peuvent être exercées par l'extérieur quand il s'agit de poser, entre guillemets, la question de la direction que va prendre ces États. C'est pour ça que souvent ils vont revendiquer qu'on est souverain, qu'on est maître, etc. Moi je suis d'accord avec ça. Laissez-les faire.
Très bien. Laissez-les faire. Oui, d'accord. Et je finirai juste maintenant sur un seul point, et je citerai là mon grand-père qui a écrit un livre. Vous avez bien cité votre grand-père, oui. C'est la première fois. À juste titre. C'est la première fois. En antenne, c'est la première fois. Non, je le dis parce que vous le faites beaucoup hors antenne. Ah bon? Non, mais c'est très bien. Vous êtes comme les journalistes qui épient M. Macron. Vous avez des oreilles partout. Non, mais vous l'avez fait tout à l'heure. Je vous écoute. Hors antenne. Hors antenne. Il y a des témoins. Ça n'avait pas vocation à être dit à l'antenne. Voilà, monsieur trahit les secrets, mais Alors, c'est on pas va grave. conclure ce sujet Alors, rapidement. je termine là-dessus en disant que les États africains ont aussi une histoire, avant d'être des États tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et il est peut-être intéressant de voir quelles sont les compositions politiques qui peuvent émaner pour essayer de construire un pouvoir démocratique, certes, mais qui prend en compte les réalités culturelles et ethniques du pays. Voilà, et c'est, à mon avis, ce n'est pas une mauvaise route que éventuellement de laisser les États prendre cette direction. En tout cas, il faut bien préciser factuellement que M. Tshisekedi n'a pas reçu une injonction de l'extérieur au téléphone tant que le concept de démocratie lancer reste au cœur l'aventure de la de ses révision de la velléités. Constitution. Et d'autre part, il ne l'a pas fait avec un pistolet sur la tempe. Personne ne lui a demandé de réviser Tant que la démocratie reste au cœur de ses velléités, pour moi, ça me... Oui, mais bon, la question que vous posiez, elle est au-delà de la RDC et de Félix Tshisekedi. Effectivement, on a le sentiment qu'il y a quand même un petit peu plus qu'ailleurs une volonté de s'accrocher au pouvoir un petit peu plus longtemps qu'ailleurs. Dans aucun autre coin du monde qu'en Afrique, vous n'imagineriez, le cas échéant, de changer la Constitution américaine. Peut-être pas deux fois plus. Peut-être l'Amérique du Sud. Peut-être pas toute l'Afrique quand même. Dans l'Est de l'Europe. On va relativiser. 54 pays, c'est qu'en 5. Il y a 54 pays, on est d'accord. Mais c'est vrai que cette tentation de modifier les constitutions... Tradition en Amérique. Il y a certains pays vertueux quand même. En Amérique latine, il y a une tradition de coup d'État aussi. De coup d'État et de modification de la Constitution, c'est vrai. C'est vrai, c'est une... C'est vrai, mais je parle des grandes démocraties établies. Vous parliez de la démocratie et de l'ancrage démocratique. Dans les grandes démocraties établies, on n'envisagerait pas ça. Donc effectivement, au bout de 60, 63 ans, bon, c'est des démocraties encore assez jeunes. Ouais, mais écoutez, moi, en quelques secondes, je pense qu'on est vraiment très dur avec les pays africains qui construisent leur démocratie. C'est vrai, qu'un cas, parce que ce sont des jeunes démocraties. Moi, j'aurais souhaité que... Bon, alors, je terminerai d'une phrase. S'il vous plaît. Les pouvoirs en place gouvernent et les oppositions s'opposent. Je trouve qu'il aurait fait plus de sens que l'opposition congolaise... Les oppositions sont muselées, malheureusement. Écoutez, vous allez conclure. Il y aurait plus de sens à ce que les oppositions congolaises... emboîte le pas, puisqu'il est de la prérogative du président de proposer cette... même si ce n'est pas lui directement, mais il est quand même de sa prérogative de proposer ce référendum, cette révision. Il aurait été plus intéressant pour moi, de mon point de vue, que les oppositions fassent leur travail d'opposition, donc de proposition, plutôt que de remettre sur le couvert des débats. En conclusion, c'est une mauvaise initiative que prend Étienne Tshisekedi en suivant son parti politique, l'UDPS, qui veut l'entraîner vers ce chemin plein d'embûches. On ne sait pas ce à quoi ça pourrait déboucher un résultat démocratique. Ensuite, les oppositions sont muselées en RD Congo depuis tellement nombreuses années. Et c'est là où c'est assez paradoxal, parce que l'UDPS a été brimé pendant plusieurs années, tant à l'époque de Mobutu que des Kabila, qu'aujourd'hui il arrive au pouvoir, il est en train de faire exactement... C'est on va penser qu'il doit y avoir un débat sur la perception de la démocratie en Afrique. On le fait. Sinon, on fera toujours ce genre de commentaires. Mais on le fait toujours en filigrane à travers le sujet. Ça devient un débat crucial. Vous savez Non, je suis désolé. Il y a beaucoup de se pour réfléchir sur ces questions en Afrique sans que ce soit vu de l'Europe. La loi du chronomètre que je vois, évidemment, avec terreur. Merci beaucoup. Sur un deuxième sujet dans cette édition, en Europe, alors on change de continent, pour parler des fausses promesses de la politique migratoire italienne. Le 16 octobre dernier, un premier groupe de 12 demandeurs d'asile a été embarqué depuis l'Italie vers un centre de rétention italien installé depuis quelque temps en Albanie sur la base d'un accord conclu entre les deux pays. Et 3 jours plus tard seulement, ces mêmes migrants ont été rapatriés vers l'Italie à la suite d'une décision du tribunal de Rome
qui a signifié que les migrants de nationalité bengalaise et égyptienne ne sont pas originaires de pays sûrs garantissant des droits démocratiques à leurs ressortissants. Alors c'est donc un sérieux revers pour la dirigeante italienne Giorgia Meloni qui avait présenté le transfèrement des migrants en Albanie comme le grand projet de son mandat. Alors, une première réflexion sur ce revers, parce qu'on sait que plusieurs médias, même des politiques en Europe, avaient salué l'initiative italienne. J'ai entendu sur des médias français, certains commentateurs saluer cette opération italienne comme un immense succès, comme un grand succès, et même comme un tournant dans la politique migratoire européenne, désignant le geste de Mme Meloni comme un exemple à suivre. Même Ursula von der Leyen à l'époque, s'était dit intéressée par cette stratégie d'externalisation de la question des demandeurs d'asile hors des frontières de l'Union européenne. Oui, c'est un revers, c'est un vrai revers. Ça montre que l'Italie est un État de droit. C'est un État de droit. C'est un État de droit. Donc dans un État de droit, la justice est indépendante et la justice dit le droit. Voilà, En fait, ça se résume à ça. Après, sur le fond, on peut discuter sur le fond de cette politique d'externalisation. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Quels problèmes elle pose en termes de droits humains, etc. Mais la vraie leçon de ça, c'est que on ne peut pas faire n'importe quoi au prétexte que l'on aurait le peuple italien ou n'importe quel peuple avec soi. Quand on est dans un état de droit, on ne fait pas n'importe quoi. C'est vrai, vous avez tout à fait. C'est juste de le souligner parce qu'en fait, malgré l'enthousiasme de certains commentateurs ici en France sur certains médias, le Premier ministre français, Michel Barnier, lui a indiqué que l'accord conclu par l'Italie avec l'Albanie n'est pas transposable en France. Non. Il a précisé que ce n'est pas transposable pour des raisons juridiques et institutionnelles. Voilà donc qui est dit. Guy Debal. Il n'est pas transposable, surtout parce que lui n'a pas de majorité pour appliquer ce type de politique. Il faut dire les choses comme il est. Alors, sur cette affaire italienne, deux remarques. Bon, la première, c'est que dans la foulée, Giorgia Meloni a répliqué, puisqu'elle a modifié la liste des pays sûrs pour retirer justement l'Albanie. Donc c'est une première réponse, ce qui veut dire qu'elle n'abandonne pas. Et deuxièmement, elle s'est rendue en Tunisie où elle a une visite de 2 heures, donc express, donc elle avait vraiment quelque chose d'urgent et d'important à dire. Elle s'y est rendue avec certains ministres pour renforcer le partenariat avec la Tunisie. J'allais évoquer la Tunisie un peu plus tard, mais voilà. Ceci dit, à qui elle sous-traite quand même aujourd'hui, j'ai envie de dire, cette nouvelle traite, c'est comme ça que je l'appelle, des subsahariens. Avec 100 millions d'euros à la clé quand même, comme aide budgétaire. Il me semblait que c'était 50, mais peut-être qu'elle a doublé, et c'est 100 millions. Ah oui, le total. Et j'en viens à mon troisième point. Pour toute cette histoire, ce que ça raconte, c'est tout simplement que nous vivons une époque où toutes les valeurs universelles, les droits de l'homme, etc., sont quand même, ne résistent pas aux réalités des pays intérieurs des pays occidentaux, puisque ce sont les pays occidentaux qui sont à la manœuvre, en tout cas qui mettent sur la table. Vous avez parlé de Barnier, vous avez parlé de von der Leyen, il y a ces questions qui se posent un peu partout, y compris en Allemagne, puisque le chancelier a subi des défaites, etc. Donc on sous-traite, alors c'est ça le sujet, on sous-traite la question migratoire. Oui. Mais la vraie question derrière, c'est quelle réponse apporte-t-on à ces gens qui quittent leur pays et pas de gaieté de cœur. Parce qu'on parle du continent africain et sur ce plateau, nous avons commandé de nombreuses fois tous ces accords brillants, mirobolants. Juste, je finis, Alfred, si vous permettez. C'est terminé parce que sinon, oui, c'est... il va vous en vouloir. Ah oui, mais vraiment. Non, mais vous voyez, on a commenté ici de nombreuses fois l'intérêt que portent les pays occidentaux pour le continent africain, et c'est pas parce que c'est pas par bonté d'âme, c'est parce que le continent africain est un continent extrêmement riche, et donc la question qui se pose, c'est comment se fait-il que des âmes humaines en peine soient à ce point motivés pour quitter leur pays et être traités comme des animaux. Mais la réponse est en Afrique, peut-être, si vous parlez des migrants africains. En partie en Afrique, je suis d'accord avec vous, mais aussi, enfin, vous savez, il n'y a pas de corruption sans corrupteur. Et peut-être aussi parce que ceux qui exploitent la majeure partie des richesses... des phrases dont je ne comprends pas très bien, en fait, mais c'est pas grave. La source. Moi, je sais que vous me comprenez au fond de mon... Non, mais ce qu'il faut dire, c'est au moins ceci. Depuis un moment, en Europe,
les gouvernements d'extrême droite, ça arrive au pouvoir. On ne sait plus qui est d'extrême droite ou pas d'extrême droite aujourd'hui. Vous savez, regardez le gouvernement français. On a quelques idées quand même là. Regardez le gouvernement français, les débats. Que tu prennes Orban et tout et consorts en Europe, ils ont en Hollande, en Autriche, les extrêmes droites sont au pouvoir. Et donc, ils ont en commun justement cette question migratoire. Que l'extrême droite, vous êtes sûr? Il n'y a pas que l'extrême droite. Non, mais je vais dire, où... Non. Mais dans les pays où les extrêmes droites sont arrivés au pouvoir, l'un des premiers points qui est au cœur de leur programme, c'est la question migratoire. Ce qui définit politiquement les pouvoirs, ce sont les idées. Alfred, s'il vous plaît, personne ne nous aurait interrompu. Migratoire. Et parce qu'il y a justement du populisme, et puis il y a cette adresse vers les opinions nationales. En fait, au fond, l'immigration, c'est le bouc émissaire parfait. Il y a quand même une réalité humaine. Oui, mais justement, on en arrive à la réalité humaine, dans ce sens que pour les partisans de ces extrêmes droites, ils se contrefichent de ces êtres humains qui quittent leur pays. Et là, c'est le deuxième point, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de guerre en Afrique, s'il n'y a pas de coups d'État, s'il n'y a pas tout ce qui se passe en Afrique, là, je parle pour l'Afrique, je ne parle pas pour la Syrie, pour le Moyen-Orient, voilà, et tout ça, je parle pour l'Afrique. Beaucoup quittent l'Afrique parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a malgouvernance économique. C'est faux, Alfred. Mais absolument. C'est faux. Les Centrafricains qui ont quitté la Centrafrique, ils viennent, c'est pourquoi les RD Congolais qui quittent la RD Congo, c'est pourquoi les Maliens et consorts qui quittent avant les guerres en Afrique, les gens quittaient quand même leur pays. Non, s'il vous plaît. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Ensuite, il y a le problème économique qui s'oppose. C'est pourquoi j'ai parlé de malgouvernance. Et donc, quand on prend tout cela en commun. Ensuite, il y a les trafics, évidemment, qui se fondent, par exemple, depuis l'éclatement de la Libye. Écoutez, les trafiquants des êtres humains prolifèrent et donc ils se font du blé sur la misère de toutes ces personnes-là. Et puis, il ne faut pas non plus oublier, parce que Giorgia Meloni raconte aussi un peu beaucoup d'histoires, parce qu'il y a aussi la mafia italienne qui est derrière aussi l'arrivée de ces... et des documents, des preuves existent. Alors, on va revenir à la question du transfèrement des migrants, parce que l'Italie n'a pas innové en tant que telle, puisqu'il y a eu le projet britannique de transférer donc, les migrants vers le Rwanda. Donc, juste ajouter un point, c'est-à-dire que là, nous nous focalisons... là, tu as tout à fait raison, nous nous focalisons sur ce qui se passe maintenant. Mais... après l'écroulement du mur de Berlin, en 1989, il y a eu 1 million d'Albanais en Italie. À l'époque, déjà, la première... C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'Union européenne met en place une politique, commence à mettre en place, à jeter les bases d'une politique migratoire en Europe. Parce que l'Italie avait expulsé, justement, disant « nous ne pouvons pas accueillir 1 million d'Albanais. De toute façon, c'est la démocratie là-bas, il fallait les renvoyer. » C'est juste la parenthèse. Mais ce qui est intéressant avec ce qui se passe aujourd'hui en Italie, parce que ce n'est pas la première fois, effectivement, que des migrants sont transférés ou alors retenus dans des centres de rétention. On appelait ça des hotspots à un moment donné, d'ailleurs. Ce n'est pas nouveau. Il y a eu le Niger, d'ailleurs, qui était un des points de rétention des migrants. Il y a la Tunisie aujourd'hui. Kadhafi aussi, à l'époque, avec la Libye, bien sûr, fortement. Et on sait les drames, évidemment, qui sont évidemment liés à ces centres de rétention, puisque alors, il y a des migrants qui sont jetés dans le désert, notamment dans la Méditerranée. Il y a même eu, des marchés d'esclaves en Libye. Donc la question, alors finalement cette question de transfèrement ou d'externalisation de la question migratoire, ça reste finalement une mauvaise solution, parce qu'on avait présenté cela comme étant la solution pour l'Europe, ça reste une mauvaise solution. Mais pendant ce temps-là, je veux dire, que font les instances africaines, quoi? Pour ne parler que des migrants africains, par exemple, comment peut-on résoudre cette question s'il n'y a pas une coopération réelle, efficace, entre les deux parties concernées, c'est-à-dire l'Europe et les pays de provenance de ces migrants? Je pense que
Vous avez tout induit dans la question, je ne sais même pas si j'ai besoin de répondre. Ah si, quand même. Tu veux ma réponse? Ok. Si tu veux ma réponse, je te la donne. Gardez la parole tant que Guy ne l'a pas. Bon, ça va durer 10 secondes. On se la partage très bien, il n'y a aucun problème. Écoutez, déjà, j'aimerais dire premièrement que la question migratoire, c'est devenu une vraie question. Déjà, en fonction du fait des flux migratoires qui existent, comme Alfred, je parlais plus de l'Afrique que des autres pays, même si tout ça constitue quand même une globalité quand même assez inquiétante. Le Proche-Orient, c'est plutôt la Turquie qui gère cet aspect. Mais pour ce qui concerne l'Afrique et l'Europe, ça devient évidemment quelque chose de préoccupant. Préoccupant pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est beaucoup de morts. Dans la Méditerranée, dans le désert, dans le Sahel et dans le Sahara, des reconductions à la frontière, etc., des vies laissées pour compte. J'ai encore une image en tête d'une dame qui était avec son enfant et son mari l'avait quittée pour aller chercher de l'aide parce que je crois qu'elle devait accoucher ou je ne sais plus trop quoi. Elle était mal et puis voilà, elle est décédée dans le désert. Donc il y a une question d'humanité, il y a une question il y a une question de continuité en fait du concept de vie. Et ces questions doivent aussi être intégrées. C'est pour ça que quand Michel Barnier disait qu'on veut traiter la question migratoire mais avec humanité, à mon avis, ça va dans le bon sens. Maintenant, ces centres de rétention... je conclus. Oui, d'accord. J'ai tellement peu parlé sur le sujet que... Je peux dire un mot après. Maintenant, sur la question des centres de rétention, évidemment, c'est pas louable, mais c'est une solution pour régler un problème. Maintenant, la véritable question, c'est de régler le problème pour éviter qu'on ait des centres de rétention. Et une des façons pour moi de régler le problème, c'est de revoir certains accords avec certains pays africains, sans vouloir leur marcher sur leur plate-bande, parce qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, ce sont les États souverains qui doivent se déterminer et s'autodéterminer, mais ça devient urgent, parce que la question migratoire, c'est d'abord un problème pour l'Afrique, puisqu'en 2040-2050, la population africaine va doubler, et qu'elle va doubler tous les 50 ans, avec déjà une population qui est jeune et qui aspire à plus de réussite sur le plan social, parce que dans certains pays, en tout cas en Afrique, les horizons sont bouchés. Même dans le commerce, dans l'informel, qui est occupé en majorité par des femmes, et encore, c'est utile, parce que ça permet de tenir des foyers et d'obtenir aussi une espèce de consensus social avec les États, ces jeunes ne voient pas d'autres échappatoires que de partir sur les routes périlleuses et dangereuses. En même temps, en Europe, la montée des extrêmes part d'un principe simple, c'est que on est frappé aussi en Europe par des récessions, par des crises qui font que les peuples européens veulent revenir à des valeurs qui semblent les leurs, à une possession de leur avenir, une maîtrise de leurs frontières, retrouver une économie sereine, etc. Ce à quoi se confronte Emmanuel Macron. Donc c'est une problématique multidimensionnelle. Et donc, c'est-à-dire taxer ces questions aussi, par exemple, de racisme, etc., c'est regarder du mauvais trou de la lorgnette. Il faut regarder la chose dans une dimension véritablement globale. Vous aurez l'occasion d'y revenir. Je vois que c'est un sujet qui vous passionne, Rudy Kazi. Réviser les concepts. J'ai un mot de conclusion. Un mot de conclusion. Allez voir le très très beau film Histoire de Suleiman sur ce migrant effectivement guinéen qui est obligé d'inventer une histoire folle. Il aurait adhéré à l'UFDG, il était en danger pour cette raison. En fait, tout est faux. La vérité éclate à la fin. On sent vraiment cette dimension humaine extrêmement forte. Le droit d'asile, c'est un droit fondamental. On ne peut pas le remettre en question. Enfin, c'est quand même quelque chose de... Voilà, il faut quand même répéter ça. Et on ne s'en sortira les uns et les autres qu'en traitant en amont les problèmes qui poussent des personnes à partir. On ne part jamais de chez soi avec bonheur. Alors, puisque vous avez la parole, Geneviève, on va passer à la dernière partie de cette émission. Vous êtes là chaque semaine, donc voilà. Vous avez l'occasion de vous rattraper. Alors, on a évoqué il y a quelques minutes rapidement, justement, les centres de rétention qui ont été mis en place en Afrique au cours de ces dernières années. Bon, c'était le cas du Niger. Je sais que vous observez ce qui se passe dans le Sahel avec beaucoup d'attention, notamment ce qui se passe au Niger. J'en profite parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais on va quand même traiter le troisième sujet. On aura notre dernière séquence. Il y a un triste anniversaire qui se profile là pour bientôt au Niger. Absolument, le jour où on diffuse cette émission, samedi 26 26 octobre. 15 mois aujourd'hui, absolument, 15 mois de
de séquestration pour le président Mohamed Bazoum. Il démarre son 16e mois de séquestration avec son épouse. 16 mois sans lien avec l'extérieur, plus de lien avec l'extérieur. Même les prisonniers, même les criminels ont droit à des visiteurs de prison. Lui, personne. Risque aujourd'hui de l'oubli, risque de l'accoutumance, risque d'une démission de la communauté internationale. Donc oui, alors, et un pays qui s'enfonce dans la crise quand même, hein, sécuritaire, alimentaire. Pensons aussi au peuple nigérien. Ceux qui ont pris le pouvoir n'assument pas derrière. Non seulement ils le séquestrent, mais en plus ils sont nuls. Hein. Donc voilà, les choses, il faut quand même les dire. Pays qui s'enfonce dans la crise, donc une pensée forte pour lui, évidemment. Ça n'a que trop duré, il faut le libérer et il faut redonner des perspectives à ce merveilleux pays qu'est le Niger. Et on est surpris à tout le moins par le silence, en tout cas, je ne sais pas s'il est apparent ou réel, de la communauté internationale, régionale, internationale, l'absence de perspectives politiques dans ce pays et la séquestration d'un chef d'État. Merci beaucoup. Ne pas oublier Mohamed Bazoum, donc. Ne jamais oublier Mohamed Bazoum et surtout le libérer très vite. Très bien. Dernière séquence de cette édition, de cette émission, on va faire un tour de table rapide sur les faits marquants de la campagne présidentielle aux États-Unis. Cette semaine, quels sont les faits qui vous ont marqué les uns les autres de cette campagne? C'est la dernière séquence, évidemment, avant le vote le 5 novembre. Et on sait que, alors, Alfred, voilà, les scores sont de plus en plus serrés. Oui, oui. Et puis, bon, on atteint maintenant un degré, je dirais, assez affolant en ce qui concerne les invectives, les mots qui sont envoyés. Nom d'oiseau. Voilà. Là, on n'est plus dans une séquence classique. Ça devient un peu compliqué, les attaques personnelles. Alors, moi, je dirais que le maître en la matière, c'est Donald Trump. En toute objectivité. Absolument. Oui. Il faut aller très vite parce qu'il en reste 5 minutes. C'est ça, voilà. C'est Donald Trump le maître en la matière. Et au fond, aujourd'hui, ses anciens collaborateurs le traitent de raciste, de fasciste. Un ancien collaborateur. Pas seulement le général qui était le responsable de la sécurité, voilà. Ou alors l'actuel président du groupe minoritaire, donc au Sénat, McConnell, qui dit effectivement que si aujourd'hui Donald. Pardon? Vous avez dit Ronald Reagan. Ronald Reagan revenait, il ne reconnaîtrait pas le Parti républicain. C'est ça. Et qu'il faut un nouveau parti. Et donc, ça part de tout ça, de ce constat que finalement cet homme, il est dangereux pour la démocratie américaine. Mais moi, c'est pas ça vraiment qui m'intéresse. Ambiance délétère de fin de campagne. Exactement, mais moi c'est Barack Obama avec Bruce Springsteen. Hier, c'était avec Eminem pour soutenir justement la campagne de Kamala Harris. Et ce soir, ça sera Beyoncé qui sera avec Kamala Harris. Ce soir, oui, c'était pour tout le monde. Ce soir, c'est la nuit du 25 octobre. C'est pas la vie politique, c'est une incitation à regarder un programme télé, là. Mais évidemment, parce que oui, la campagne. Geneviève, rapidement. Il faut poser des mots justes sur les choses. Et quand Kamala Harris a dit hier que Trump était un fasciste qui admirait les dictateurs, elle a raison. Il a tout dans le comportement et dans le vocabulaire des fascistes en réalité. Cette manière de traiter son adversaire de vermine, l'emploi des mots, la vulgarité, la grossièreté, le sexisme, la violence. Tout ça, la violence verbale. Elle est aussi rentrée dans ce jeu-là. S'il vous plaît. Non, elle n'est pas rentrée dans ce jeu-là. Elle ne tient pas de propos sexistes. Voilà. Il n'y a pas de comparaison animalière chez elle. Pardon, tout ça, c'est typiquement populiste et d'extrême droite. Donc, ça a été aussi utilisé parfois par Staline. Mais bon, mais en l'occurrence, voilà, je trouve que c'est le mot. Elle a repris dans son discours, d'ailleurs, des confidences qui ont été faites par des proches de Donald Trump. Notamment ceux qui étaient dans son cercle le plus proche pendant qu'il était président. John Kelly. Hitler a fait de bonnes choses. C'est ça. On aurait dit Hitler a fait de bonnes choses. Qu'il a viré. Et dont on peut expliquer le mécontentement. Merci. C'est une sélection forte qu'on vient d'entendre. Guy Debal.
Oui, bah écoutez, ce que j'ai retenu moi de cette semaine, c'est le contraste Obama-Kamala Harris. Donc Obama est obligé de plonger, je veux dire, sur scène. Hein, il est obligé de monter sur scène et il mouille vraiment la chemise. Oui. Et ça souligne la nullité de cette candidate. Il faut dire les choses. Mais non, voyons. Vous avez eu vos 5 minutes. Laissez-moi 30 secondes, s'il vous plaît, Alfred. Vous avez eu vos 5 minutes. Je ne permets pas. Alors oui, mais comme on est en démocratie, vous avez votre avis, j'ai le mien. Si ça vous dérange pas. Mais il a le droit aussi de protester. Oui, Alfred, oui, mais bon, désolé. après, j'aurais plus de minutes, j'aurais déjà 10 secondes. Alfred voulait laisser parler. Voilà, c'est incroyable. Un peu de démocratie. Alfred. Non, mais Sachant qu'il a beaucoup parlé. alors, c'était 5 minutes pour tout le monde, pas 5 minutes pour vous. Aidez-moi à être Oui, impartial. non, alors je vais juste essayer de finir ma phrase. Oui, non, ça souligne la nullité de cette candidate. Quand on voit Barack Obama sur scène, souffrez un peu, Alfred. Quand on voit Barack Obama sur scène haranguer la foule. Alfred, est-ce que je peux juste finir ma phrase, s'il vous plaît? Non, mais il n'en a pas, Donald Trump. À part Elon Musk. Est-ce que je peux finir ma phrase? Ne vous plaignez pas que je vous coupe la parole après. D'accord. Bon. Il achète les voix, lui. Oui, non, mais écoutez, après vous critiquez vous aurez Tshisekedi, dit peut-être vous faites un pire. renfort, Alors, faut pas critiquer les régimes en Afrique quand vous vous comportez de cette Il ne faut façon. pas modifier les constitutions. Non, non, mais Alors, je vais trancher. Rudy, c'est à vous. Bon, ben merci. Bon, voilà. La démocratie version Panel Hebdo. Bah, oui. Oh là là, c'est terrible. Je sais pas ce qu'il a mangé Alfred aujourd'hui. Ah ouais, non, mais ça c'est. Mais Guy Debal, vous êtes un insurgé de l'émission. On critique Tshisekedi. Vous êtes un insurgé de l'émission. C'est de la mutinerie. Bien si. Mais je ne peux pas finir une phrase. C'est un Non, scandale. mais parce que vous. Non, le choix du thème. Parce qu'il faut aller très vite. Mais ce sont mes mots, ils m'appartiennent. Vous mettiez trop de temps à conclure. Donc on va écouter Voilà. Rudy, qui va certainement aborder dans votre sens d'ailleurs. Je pense que vous ne serez pas en désaccord. De la raison, selon moi. Première des choses à Mais dire. voilà. Première des choses à dire, c'est que Kamala Harris est en décroissance sur le plan des sondages. Oui. Sa campagne n'imprime plus. Même auprès de son électorat, bien sûr, même auprès des Quelqu'un qui n'imprime pas, les sondages sont plutôt quand même conséquents. Elle n'a que 2 points de plus que... Oui, mais bon, quelqu'un qui n'imprime pas, excusez-moi. Ben oui, mais non, mais c'est quand même un ralentissement assez fort, alors qu'au mois de septembre... votre devant derrière. Bah oui. Non. Bah alors, en Ça a septembre... toujours été. Non, en septembre, elle était bien plus en avance sur les sondages. Là, ça se rejoint. Là, les courbes commencent à montrer que ça se rejoint. Mais surtout, dans son propre électorat, notamment auprès de la communauté afro-américaine, elle a décroché complètement. Alors, après, d'ici à la fin de la campagne, on ne sait pas ce qui va se passer, évidemment, mais la campagne de Kamala Harris est quand même moins portée par un certain élan qu'elle avait eu au démarrage. Ça, c'est vous. Je ne le dis pas, c'est sur les sondages démontrent qu'elle a maintenant plus que 2 points d'avance. Donc, c'est les sondages. Que 2 points d'avance. Mais oui, mais en avance quand même, pour quelqu'un qui n'imprime pas, excusez-moi. Non, mais moi, justement, elle a perdu son avance. Donc, elle est encore en avance, mais elle a perdu de l'avance. Le référendum, Cela veut dire qu'il y a une tendance qui est moins forte. Donc, il faut quand même le noter quand on fait de l'analyse politique. D'accord. Ben oui, mais Ensuite, la stagnation de d'une phrase, c'est la fin de l'émission. Maintenant, sur Donald Trump, effectivement, il y a ce côté outrancier, etc. Mais ça fait partie de son style. Il a été élu comme ça. Alors, il faut arrêter de crier des cris d'orfèvre alors que vous connaissez le personnage. Par contre, c'est plus étonnant que de voir Kamala Harris rentrer dans le jeu de Donald Trump et être aussi une bagarreuse, être aussi globalement insultante, faire des procès de Le 5 novembre, les urnes vont livrer leur verdict. Et il faut le dire quand même, il faut 270. Verdict des urnes le 5 novembre et on en reparlera forcément. Il faut 270 grands électeurs pour gagner l'élection. Merci beaucoup. Voilà. Nous étions en compagnie de Geneviève Gauthier. Merci Geneviève d'être venue. Alfred Chango-Lekoro, merci beaucoup. Merci Francis. Rudy Kazi-Matsika, merci d'être venu. Et Guy Debal, merci à vous aussi. Merci Francis. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. Merci à toute l'équipe de Global Africa, Télé Sud. Restez à l'écoute de votre télévision préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition, bien sûr. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.